Est-ce que ça va? Wouh! Bonjour Amiens. Est-ce que t'es chaud? Wouh! Oh, je peux poser mon micro, c'est bon. L'ambiance est là. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce format de Fabrique. Nous sommes, comme vous l'avez deviné, accompagnés de Johan. Johan, auteur de bande dessinée, mérite une longue carrière devant lui. Oh, je suis pas si vieux que ça. Non, j'ai comme pas qui dit va. ça. J'ai pas du tout dit ça. L'idée de cette rencontre, on vous a disposé des tablettes sur lesquelles vous pouvez dessiner. Et le but du jeu, c'est que Johan va, au fur et à mesure de la conversation, dessiner certains de ces personnages iconiques. Et vous aurez l'occasion de les reproduire à votre rythme, de votre côté. Et en attendant, on va entamer une petite discussion. Ah, vous n'êtes pas venu pour rien, là, hein. Exactement. Ah, vous voulez de l'iconique? Vous allez en avoir. Par quoi tu veux commencer? Est-ce que tu veux quelque chose de très chronologique? Eh ben, ça dépend du niveau artistique, j'ai envie de dire, de l'audience, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que là, on est quand même sur des gens très pointus. Peut-être qu'on va passer directement À quelque à de la chose de... science-fiction ou quelque chose. Non, vous voulez qu'on commence vraiment? Oui, bon, on va commencer par la base alors, hein, vers quelque chose de plus Commençons simple. par la base. Est-ce que vous aimez les patates? Ah, voilà, tout le monde aime les patates. Bon, moi-même, quand je sais pas trop quoi faire, je vais commencer par les patates, ça commode pas trop mal. C'est très pratique. Alors, je vais pas vous faire mon autobiographie, hein, mais on va dire que la première bande dessinée, la première série pour laquelle j'ai été un petit peu remarqué, c'était une série avec des petits animaux, une série jeunesse, qui se passait en Australie, et ça s'appelait Toto l'ornithorynque. Exceptionnel, lisez-la. Toto l'ornithorynque. Et donc l'idée c'était de montrer au public, aux enfants surtout, en fait, quelle était la faune australienne et à quel point elle était bizarre et intéressante. Mais pour ça, donc, je me suis intéressé forcément aux petits animaux qui vivent en Australie, qui sont tous assez étranges. Le premier, c'est celui que j'ai choisi, c'est un ornithorynque. Je vais vous montrer donc comment je fais mon ornithorynque comme ça. C'est un peu une patate, vous voyez, comme ça. Je démarre un petit peu. Sur une patate, mais qui aurait des petits appendices. Voilà, celui-là, il a une espèce de bosse, là, comme ça. On va faire deux petits points et un bec comme ça, quoi, un petit peu. Ouais. Donc l'ornithorynque, c'est ce qu'on appelle un monotrème. C'est une famille de mammifères un petit peu bizarres qui se sont développés qu'en Australie. La femelle pond des œufs. Ils sont amphibiens. Enfin, en tout cas, l'ornithorynque est amphibien. Et il a des pattes palmées. Il vit dans l'eau, dans les rivières, dans les cours d'eau. Hop. Et la femelle allaite ses petits, bizarrement, une fois qu'ils sont sortis de l'œuf. Alors, ils n'ont pas véritablement de mamelles, mais du coup, le lait de la femelle sort par les pores de la peau sur le ventre. Très intéressant, hein. Vous pensiez voir du dessin, en fait, vous avez une leçon de, C'est magnifique. de sciences naturelles. Voilà. En plus d'un beau dessin. Oh, que demander de Voilà. plus? Donc, comme vous pouvez voir, dessiner Toto, finalement, c'est assez facile, hein. Je peux vous le refaire à côté. En général, ce que je montre aux enfants, c'est on fait une sorte d'œuf, comme un œuf de poule, comme ça, sur lequel on rajoute à peu près à ce niveau-là. Après, ça dépend dans quelle mesure on veut le préciser ou pas. On peut rajouter un rond. La queue, c'est facile, hein, c'est un truc comme ça. Le bec, c'est une sorte de gros haricot qui remonte. Alors c'est là, en fait, toute la magie. C'est de savoir à quel endroit remonte le bec pour que ça fasse une bouche. Parce que si on se gourde d'un demi-millimètre, après, c'est plus pareil. Voilà, hop. Et après, les mains, les mains, c'est facile, tout le monde sait dessiner des mains, donc il n'y a pas de... Sauf que celles-ci, elles sont palmées, voilà. Voilà. Donc, souvent, dans la bande dessinée, les formes simples, surtout pour la BD jeunesse, c'est très utile parce que déjà, les enfants... ça peut les inciter à reproduire les personnages. Si c'est trop complexe, après, ils sont un peu découragés, ils peuvent avoir peur de s'y mettre. Et voilà, là l'avantage, c'est qu'ils peuvent, avec très peu de choses, finalement, exprimer des choses. Donc, le but de
de cette petite chose, c'était que pour vous dire, à base de formes simples, on peut finalement faire des trucs assez expressifs. Pour le deuxième personnage qui est dans Toto l'ornithorynque, vous allez le reconnaître. Là, je vais vous le faire un... Oh là, mais c'est qui du coup lui? Je vois pas Ah de ouais. qui tu parles. En Mon fait, Dieu. je fais un carré, mais à partir d'un carré, on peut en faire plusieurs personnages. Là, je vais vous faire, on va dire, le copain de Toto. On rajoute deux espèces d'oreilles, comme ça. On rajoute un haricot au milieu, ici, à peu près. 2 petits yeux de chaque côté. Voilà. Là, on met deux triangles, et puis là, on fait comme ça. Et on a le koala. Bon, ça, c'est la version... là, j'ai fait à l'envers. J'ai commencé par la version simplifiée. Mais, malgré tout, c'est quand même un petit peu l'esprit du personnage. C'est-à-dire que, pour moi, Wawa, c'est un petit cube. Le koala. Donc là, vous voyez, c'est quand même encore plus simple à dessiner que Toto, au final. Effectivement. Un carré, une patate. Un carré, une patate, voilà. Plein de Et formes. après, on peut rajouter des petites fioritures. Alors, forcément, là, c'est la version pour s'entraîner. Moi, quand je le dessine après dans mes bandes dessinées ou comme ça, bon, je commence par les oreilles. Donc, vous voyez, il n'y a pas grande différence. Hein. Juste le bout des oreilles sont noirs chez le koala, enfin, en tout cas sur le mien. Ensuite, je fais le nez. Donc, le nez, c'est une espèce de petites patates encore noires, quoi. Et puis des petits yeux comme ça sur le côté. Hop. Ce qui est très important, c'est que les yeux soient dans l'alignement du nez, hein, du centre. Imaginez-vous tracer une ligne qui part de chaque côté du visage et qui traverse le nez en deux, et les yeux doivent être dessus. Et assez éloignés, parce que sinon, ça ne donne pas du tout la même expression de visage. Si je fais ça, que je fais un nez comme ça et que je fais des yeux ici, par exemple, bah, c'est plus pareil. Ah ouais. Vous voyez ? Ça tient à pas grand-chose, hein, mais c'est ce qui fait le succès d'une bande dessinée. 10 000 exemplaires en plus. Notez ça hein, si vous voulez en faire. Voilà. Alors après, sur les expressions de visage, l'avantage de ce personnage-là, c'est qu'il peut être... on peut exagérer un petit peu l'expression. Hein. Donc là, il est très très content, donc il ouvre la bouche en grand, toc toc, hop. Et les bras, il peut les lever un petit peu plus haut. Voilà. Et pour la suite, bah, vous voyez, c'est pas... je me suis pas embêté pour les pieds, je fais des trucs comme ça, parce qu'en fait, comme il est très nerveux, il est toujours en mouvement, il est toujours en train de bouger. Et donc, il a les pattes floues. C'est pour ça que je fais des petits... Toujours en vitesse. Voilà, toujours. C'est pour c'est pour suggérer du mouvement et du dynamisme. Waouh. C'est quand même quelque chose qui est chouette dans la BD, c'est de simuler un petit peu ce dynamisme-là. Bon, donc il est un petit peu plus dynamique à gauche qu'à droite. Hein. Ouais, forcément, quand on est sur la version 72 DPI, on a des petits cubes comme ça, c'est moins marrant, quoi. Voilà pour Wawa. Ça va, ça vous inspire? Vous y arrivez? Je passerai voir dans les rangs, hein, je vous préviens. Hein. Vous allez rendre vos copies après, hein. On va vous noter. Enfin, Johan va vous noter. Est-ce que vous avez des questions à poser en attendant pendant que... Petite question. On passe à d'autres personnages. Vous avez tout compris, tout va bien? En même temps, c'est pas très compliqué. Pour l'instant, c'était une patate et un carré. Patate, un carré. On va faire un autre personnage d'après un carré, toujours. On va rester chez Toto l'ornithorynque. Hein. Avec plaisir. Ne vous en faites pas. Je plie la feuille comme ça, je la mets là. Toc, toc. Donc voilà. Hop, hop. Donc là, un carré. Bon, tout le monde sait à peu près faire un carré. Hein. Il n'y a que mon père qui me dit « Oh, moi, j'ai jamais su faire un carré. » Pas Quand si il dit « compliqué. Ah, votre fils, il dessine bien. Ah, ouais, je sais pas de qui ça il tient, parce que moi, je peux faire un carré. » Oh, waouh. Tumultueux, ça. Voilà. Donc là, on va dessiner un autre personnage. Donc on a un carré, on part de ça. On va rajouter pareil, une sorte de forme ovoïde, on va dire une sorte d'ovale comme ça au-dessus. Parce que là ça va, rien de trop difficulté, rien de trop difficile. J'ai l'impression que ça va. On va rajouter 2 petites oreilles triangulaires là.
Au milieu de l'ovale, on va dessiner un petit cœur. Comme ça, mais tout petit. Ah oui, Petit cœur, tout comme ça. petit. Voilà, tout petit cœur. Et puis, on va tracer dans notre tête. Bon, on va prendre un petit crayon comme ça. Tac. On va tracer un petit triangle comme ça, qui va partir du petit cœur et qui va remonter au point des oreilles. On va tracer comme ça une petite ligne. Et là, on va faire 2 amandes comme ça. Qu'on va bien cerner en noir. Là. Hop, hop, hop. On va rajouter une petite ligne noire ici, comme une petite ligne de punk. On va prolonger. Et là, on va rajouter des petites mains, là, comme ça. Ensuite, on va faire 2 arcs de cercle. Un ici et un là. Et là, vous voyez de qui je veux parler si vous avez lu un peu les albums. Il s'agit d'un personnage qui s'appelle Fafa, qui est l'écureuil volant dans Toto l'ornithorynque. Voilà. C'est un peu l'équivalent de la Schtroumpfette, vous voyez, ils sont tous un petit peu amoureux d'elle, tout ça, et c'est Fafa, quoi. C'est Fafa, voilà. Elle a un sacré caractère et elle leur fait faire un petit peu tout ce qu'elle veut. Ils sont tous assidus, hein, j'aime bien. Ils sont très tous concentrés. très concentrés, hein. Ils ont envie de faire de beaux dessins. Ouais. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Regardez Oh, ça. bonne idée. Voilà, alors attends, voyons voir. Alors, est-ce que j'ai de la concurrence dans le public? C'est là où on repère. Mais pas mal du tout. Mais oui, mais certains talents même. Super. Mais en fait, on m'avait pas dit qu'il y avait que des étudiants en master d'art graphique ici. Ils sont tous déguisés. Oui, c'est ça. Bonjour. Ouais, ben voilà, on a le gagnant là. C'est tout à fait ça. Oh là 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 là. Mais on a des concurrents. Il y en a même qui font des ombres et tout. Non mais enfin, je vous jure. Ah, vous essayez de me foutre la honte, hein, c'est ça? Très bien. Ah, en plus. Bravo. Elle est cache, elle veut pas que je vois ce qu'elle fait. Ah bah il y en a même qui mettent des textes, carrément, il y a des scénaristes, quoi. Ça tombe bien, on en manque. Mais. Bon, je vois que vous avez compris le principe, c'est bien, en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas du tout... Hein. Oh là là, attention. Hein. Mauvais élève. Ok. Bon, je crois que là, je suis en train de vous faire perdre votre temps, là, parce que vous êtes déjà trop... Ils sont bien plus forts que prévu. Plus forts que prévu. Allez, on va corser un petit peu, là, puisque vous voulez jouer au malin. On va passer à d'autres personnages. Oh bah bien sûr. Donc après Toto l'ornithorynque, où j'ai fait différentes choses, bien sûr. Allez, il y a un personnage auquel je pense, qui n'est pas dans Toto. Du coup, j'ai été amené à rencontrer des auteurs qui sont devenus des copains et qui m'ont proposé de faire un truc, notamment un gars qui s'appelle Lewis Trondheim avec son copain Johan Sfar. Ils m'ont proposé de dessiner un album d'une série qui s'appelle Donjon. Alors Donjon, c'est un peu un mélange entre Conan le Barbare et le Muppet Show. En tout cas, c'est comme ça qu'ils définissaient le pitch au départ de la série. C'est comme ça qu'ils ont réussi à le signer chez les éditeurs. Et moi, j'avais en charge un personnage qui s'appelle Gros Gros. Alors Gros Gros, il est super. Il n'est pas très compliqué à faire non plus, mais il y a quand même quelques petites subtilités pour le dessiner. Donc, Gros Gros, je vais vous le faire. Moi, je vais vous montrer par quoi je commence. Je fais deux boules comme ça, qui sont un peu collées les unes aux autres. Voilà. Alors, vous voyez tout de suite le côté Muppet Show. Alors, il a la peau un peu grise et les lèvres toutes vertes.
Moi, je lui fais la tronche un petit peu plissée, comme ça, et puis des plis dans le cou un peu dégueulasses. En fait, vous le dites pas, mais j'avais un peu pensé à... Je faisais une caricature un peu... Mon éditeur de l'époque. La révélation. Dans ma tête, c'était un petit peu ça. Voilà. Et alors après, c'est une grosse boule de poils, comme ça. Il y a des poils. Il a deux bras qui partent un petit peu de la base du cou. Donc là, je fais une sorte de petit arc avec les mains à la retourne, comme ça. Hein. Hop. Les pattes. Et alors, là, la petite anecdote inédite du jour. Gros a été dessiné une première fois par Larsenet dans un album de Donjon qui s'appelle Donjon Parade. Et Larsenet le dessinait très bien d'ailleurs, mais il lui faisait trois doigts de pied, et moi j'en ai fait que 2. Voilà. C'est comme ça qu'on nous différencie. Par les doigts de pied du... Parce qu'on se ressemble beaucoup, Larsenet et moi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos, mais c'est physiquement, je parle. Physiquement ? Ouais, un peu, ouais. Bon. Je te regarde, je vous laisserai googliser Larsenet. Oh, quand même, j'espère qu'ils Johan. l'ont. Non ? Manu Larsenet, vous l'avez pas ? Waouh. Voilà. Donc gros, voilà, là, on monte un petit peu d'un cran, parce que là, je ne vous fais pas le côté schématique. Hein. Donc comme vous êtes quand même pratiquement professionnel, là, donc ça a l'air. Hein. Je vous laisse faire. Pas oublier, gros, moi, je lui fais toujours un petit nuage de pensée au-dessus de la tête, avec rien dedans. On peut dessiner des mouches aussi au-dessus. On n'est pas dans Troll de Troie, mais on n'est quand même pas très loin. Voilà, et le plat préféré de Gros, ce sont les petits lapins. Je peux vous en dessiner un ici comme ça pour le fun. Ça ressemble beaucoup au lapin que dessine Lewis Trondheim. Sauf qu'eux, ils ont une espèce de salopette comme ça, là. Des chaussures de montagne. Voilà. Et ils sont un poil racistes. Aucun rapport. Oupsi. Voilà. Ça va? Ça vous inspire? Est-ce que vous avez des questions depuis? Non, vous êtes trop plongé dans le dessin? Trop occupé. Aïe. C'est ça qui est bien avec les enfants, tu leur donnes... Ouais. J'étais pareil. Concentré, monotâche. J'étais pareil quand j'étais petit. Mais maintenant, toujours. Ça change pas. Plus difficile, gros, hein? Ah, ça prend plus son temps. Ouais. T'as fait que du dessin ou tu faisais aussi un peu de scénario Sur Donjon? Ouais. Donjon, je n'ai fait que le dessin. Que dessin? Les albums de Donjon sont strictement scénarisés par Sfar et Trondheim ensemble. Okay. D'ailleurs, c'est pas un qui fait un scénario d'un côté et l'autre qui fait un autre scénario d'un côté. C'est vraiment, il faut qu'ils soient ensemble pour écrire le truc. D'accord. Sinon, ça ne se fait pas. Wow. Et alors, le truc rigolo, c'est que cet album de Donjon, je l'ai fait, ça devait être en 2002-2003, un truc comme ça, durant l'année 2002. Et à l'époque, je recevais le scénario, vous imaginez, c'était tout juste après le 21e siècle, l'orée du 21e siècle. Oui. Je recevais le scénario par fax, donc j'avais des pages qui sortaient comme ça. Toutes les semaines, ils m'envoyaient un chapitre, et j'étais pété de rire à chaque fois que je lisais les histoires qu'ils me racontaient, quoi. Alors, ils m'envoient le scénario sous forme de storyboard, hein, c'est-à-dire il y a des traits pour me faire le bord des cases vite fait, quoi. Et puis dedans, il y a des petites têtes avec des bulles,
Des fois, on voit, il y a vaguement un château de dessiné, où on sait que c'est un plan très large, où on voit le château de loin et un truc en premier plan. Mais voilà, donc, et c'était vraiment déjà très, 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 très marrant de lire ça. Je pense que c'est Lewis qui faisait le storyboard du truc. Des histoires à chaque fois. Ouais, ouais. Ok. En tout cas pour cet album-là. Après, voilà, je sais pas, et peut-être d'autres dessinateurs ont eu des storyboards de Johann Sfar, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, c'était plutôt Lewis. Ça reste un mystère. Elle est venue comment cette On ne saura jamais. cette petite collaboration entre deux auteurs de BD un peu lambda comme ça? Ouais, ouais. C'est, je sais pas comment ils ont. Johan et Lewis, de toute façon, ils se connaissaient déjà par l'association, et puis. Ouais. Johan est quelqu'un qui a toujours 100 000 idées à la seconde, et puis ça, je pense qu'à un moment donné, ils sont rentrés en écho sur l'idée de construire un univers d'heroic fantasy comique et Star Warsy un petit peu, parce que du coup, il y a des arcs, il y a une préquelle, il y a le présent, il y a plusieurs périodes à Donjon. Ouais. Et voilà, je pense qu'ils sont bien éclatés là-dessus, quoi. Allez. On passerait pas à un autre personnage? Bah, bien sûr. Est-ce que tu as une idée? Je sais pas s'il est temps de leur montrer le fameux Spirou, peut-être. Je ne sais pas. Le Quelqu'un fameux d'autre. Spirou. Le Le cas Spirou. Alors, Spirou, c'est. Oh, ça va, on est bon. Alors, Spirou, là, on va commencer à attaquer les choses un peu plus sérieuses parce qu'on rentre sur des personnages plus complexes à dessiner, hein. Alors, je vais vous faire la version le dessinateur qui fait Spirou. Fais-nous ce plaisir. Le mec qui fait ça tous les jours et puis voilà quoi, qui se pose pas trop de questions. Oui. Un automatisme finalement. Parce qu'il faut rendre les pages vite et bien. Voilà. Alors je sais qu'à une époque, au moment où je reprenais Spirou, je suis assez ami avec Jean-Ry qui dessinait Spirou avant, dans le temps. Et Jean-Ry me lançait des défis des fois comme ça. Et un défi qui m'a lancé, c'est « Est-ce que tu sais dessiner Spirou les yeux fermés ?» Je dis bah bien, sûrement. Évidemment. On va essayer. Et donc j'ai essayé de le faire. J'ai fait une sorte de Picasso, quoi, évidemment. Et lui me l'a fait véritablement les yeux fermés. Et ça se tenait. Et il m'a un petit peu énervé ce jour-là, quand même, hein. Je comprends. Ouais, il y a un truc d'ego qui fait que. Et même encore maintenant, je ne suis pas sûr d'arriver à le faire les yeux fermés. On fera peut-être à la fin de la séance, on essaiera pour Très voir, bonne idée. On n'oublie pas cette idée. Le défi Spirou les yeux fermés. Donc voilà, ça c'est la version Spirou sans explication, comme ça, quoi, comme ça coule du crayon, on va dire. Maintenant, si on veut être un peu plus, comment on va dire, méthodique, pour Spirou, on va commencer d'abord par un rond, une sorte de cercle, hein, comme ça, vaguement. Ce cercle, on va imaginer qu'il a une moitié ici, une ligne médiane, comment on appelle ça, un trait. Ouais, voilà, c'est ça, un diamètre. Un diamètre, un trait de diamètre, un petit peu comme ça, quoi. Et on va dessiner comme un truc là, un petit peu comme une pomme vue de côté couchée, voilà, un petit peu. Et sur au bout de cette ligne médiane, on va faire le nez. Le nez, c'est pareil, c'est encore une histoire de petit œuf et de petit ovale, mais un petit peu incliné, comme ça, légèrement incliné, vous voyez. Ça place le nez. Le nez, il faut qu'il soit un petit peu en l'air, il a le nez relevé, hein. Spirou, il n'a pas le nez droit comme ça, il n'a pas le nez qui tombe, voilà, hein. Spirou, c'est le nez relevé. Au-dessus du nez, on va avoir un premier œil qui est caché en partie par le nez, parce qu'évidemment, quand on tourne la tête, des fois, les yeux sont un peu cachés. Et l'autre qui va être sur la même ligne. Enfin, quand je dis sur, la base de l'œil sur la ligne. Alors, important, les yeux de Spirou, c'est pareil, c'est pas des ronds. Hein, c'est une pastille ovale noire. Hein. Très exigeant sur Spirou, hein, je préviens. C'est des années d'études.
Très Ok. méthodique. Donc ensuite, on va venir fermer un petit peu le visage de Spirou. Et sur la ligne, on va tracer là l'oreille. On va venir placer une sorte d'autre œuf, mais pas un C à l'envers. Voilà, tiens, voilà, un C inversé d'une certaine manière. Vous voyez, comme ça. On va avoir une première oreille comme ça. Donc il est à cheval, il est séparé à peu près en son milieu par la ligne imaginaire de l'arrière de la tête. On va rajouter une petite ligne en dessous pour faire... ça, c'est la version feignant. Hein, on fait une petite cédille comme ça. Franquin, lui, c'était un obsédé des oreilles. C'était génial. Et ses oreilles, elles sont un peu monstrueuses. Donc, il dessinait des oreilles vraiment comme des vraies, quoi. Il faisait là le pavillon. Là, il faisait le petit trait ici. Nanana. Ça, c'est Franquin. Vous regardez Gaston Lagaffe, c'est typiquement les oreilles de Franquin. C'est formidable. Bon. Une fois qu'on est là, on va passer au chapeau. Alors le chapeau, on va prendre ce bout de trait là qu'on n'a pas fini ici, et on va venir le faire arriver à la base de l'oreille là. Ok. Et ensuite, on va imaginer que sur cette sphère vient se placer une sorte de galette de couronne de galette des rois, voilà, comme ça. On va faire une sorte de cylindre qui est vraiment exactement de la taille de la sphère. Si on le fait plus petit, c'est ridicule. Il a le chapeau plus petit. Il faut vraiment qu'il soit de la bonne taille, hein, de la même taille que là. On va venir rajouter un petit rond qui est le bouton du chapeau. On va rajouter un petit bandeau ici avec un petit reflet. Tac, tac, hop. Voilà. Et là, on a mis en place déjà le chapeau de Spirou. C'est facile. Tout le monde suit. Si vous avez des questions, demandez-moi. Après, je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre. Hein. C'est un peu de la magie, hein, d'une certaine manière. Ouais. On ne sait jamais. Posez vos questions. On ne sait jamais. Voilà. Ensuite, pour le reste, alors là, on va arriver aux trucs les plus difficiles. Alors bon, la bouche. La bouche de Spirou, elle n'est pas tout en bas comme ça, elle n'est pas tout en haut comme ça, elle est là, au milieu. Toc. Ok. Sinon, il a l'air tarte, que ce soit trop bas ou trop haut. Il a des sourcils. Alors là, je ne peux pas vous expliquer comment je les place. C'est comme ça. Ils touchent quand même le haut de son chapeau, ouais. Du chapeau un petit peu. Voilà. Ils viennent donner l'expression. Donc après, on va pouvoir faire, s'il n'est pas content, et faire ça. On va pouvoir, voilà, c'est ce qui va donner l'expression du visage. Donc ils sont assez mobiles, d'une certaine manière. Ensuite, on va rajouter des petits cheveux ici. Et le plus difficile pour moi, et ce qui fait que on va reconnaître un Spirou fait par tel auteur ou par tel auteur, c'est la mèche. La mèche de Spirou, c'est un truc très très particulier et c'est quasiment la signature du dessinateur qui va le faire à ce moment-là. La mèche de Spirou, c'est pas n'importe quoi. C'est pas la mèche de Tintin, c'est pas la mèche de Lucky Luke. La mèche de Spirou, en tout cas pour moi, elle comporte 4 ou 5 branches. Il faut voir ça comme une main. Donc c'est très difficile à dessiner en fait. Comme un jeu de cartes? Alors, pas comme un jeu de cartes. Fais attention à ce que tu fais, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'on nous révèle un secret. Il y a un auteur qui faisait Spirou avec la mèche comme un jeu de cartes, c'était Fournier. Il faisait ça. Voilà. Et là, il a l'air tarte. Non, non, non. On veut pas ça, nous. La mèche de Spirou, c'est pas tout à fait un jeu de cartes. C'est vraiment... Il y a une construction très particulière. Alors, je parle de ça, c'est vraiment une question de point de vue. Hein. Pour moi, le Spirou iconique, c'est celui de Franquin. Et pour moi, la mèche, elle est obligatoirement initiée par Franquin. Alors là, je vais vous faire un petit truc sur la mèche et sur le Spirou de un tel ou un tel. Il faut savoir que Spirou, qui est né en 1938, a été créé par Rob Vell. Alors Rob Vell, c'était un illustrateur... français d'ailleurs, qui avait travaillé sur les bateaux transatlantiques, et son Spirou il avait une tête vraiment de bébé. Il avait un nez comme ça, il avait les yeux certainement comme ça, il avait même des petits cils comme ça, il avait même des fois des petites lèvres, voilà. Ça, il avait un côté très bébé, et sa mèche c'était 3 poils
avec un chapeau qui était déjà un petit peu celui-ci. Voilà, ça c'était le Spirou de Robvel. Quand la guerre a éclaté, il a été mobilisé, donc Spirou a été un petit peu abandonné, et l'éditeur a fait appel à JG, qui a, lui, donc, il avait un dessin très mouvant, en fait, ce qui fait d'une histoire à l'autre, il ne le dessinait pas tout à fait de la même manière. Mais bon, au final, on peut quand même dégager quelque chose. Le Spirou de JG, il était comme ça, il avait un petit menton, il était très fluide, il avait le nez comme ça. Il avait déjà quand même les deux yeux noirs, comme ceci. Voilà. Et il avait la mèche, lui, il lui faisait un truc un petit peu comme ça. Voilà, avec le chapeau. Voilà. Ensuite, Franquin est arrivé après JG. Et Franquin lui a un peu mieux structuré la mèche, hein, quand même. C'est passé de la petite mèche comme ça aux cheveux d'un nain. Donc Franquin, lui, le Franquin classique, parce qu'il y a plusieurs périodes dans le Spirou de Franquin. Il y a le Spirou classique, ligne claire, presque RG1 jusqu'aux années, on va dire jusqu'aux années 60, au début des années 60, donc avec les yeux comme ça, voilà, hop. Hop. Franquin était un génie, hein, c'était vraiment quelqu'un de très très fort. JG était un maître, Franquin était un génie. Il y a une petite différence entre les deux. C'est pas pour rien qu'il a vraiment créé l'univers. Et donc, Franquin a vraiment, si vous regardez, bien structuré la mèche de Spirou. Et moi, je m'inspire vraiment de la mèche de Franquin pour ça. Sur la fin son utilisation de Spirou vers les années 60-70, on a encore un peu de temps oh, carrément, mais continuons. Okay, et d'ailleurs, si vous voulez vous installer, n'hésitez pas. Hein. Je vois tout cela agglutiné, mais sur les années, venez dessiner. Fin des années 60, début 70, Franquin commence à exploser dans son style de dessin, c'est-à-dire à faire preuve d'une espèce de virtuosité incroyable, une aisance, en tout cas apparente, parce que semble-t-il, lui, il prétend qu'il était laborieux et qu'il crayonnait beaucoup, mais alors qu'en réalité, c'était quand même un truc de fou. Il va arriver à donner une vie à la mèche de Spirou. Cette phrase. Il va arriver à donner une espèce de vie à la mèche de Spirou, et un peu comme ça va être un petit peu comme les ailes sur le chapeau d'Astérix. Ça va commencer à devenir un peu expressif, quoi. Donc on va avoir un Spirou beaucoup plus nerveux dans le dessin, avec des proportions différentes. Là, vous voyez, il avait encore un cou. Là, maintenant, il a quasiment un trait d'apostrophe à la place du cou. C'est vraiment un truc très très fin. Des yeux très resserrés, beaucoup plus expressifs. Et il va commencer à le décoiffer un petit peu, à lui mettre du poil comme ça, des cheveux qui dépassent. À la mèche derrière, il va y avoir une mèche rebelle qui va sortir, là, comme ça. Et là, le chapeau va commencer à s'incliner, même dans certains albums, certaines bandes dessinées. Ce qui va venir donner, il commence à avoir des plis, il a été un peu, par les aventures, un petit peu façonné, on va dire. Et la mèche, du coup, il va quasiment, voilà, il va la déformer beaucoup, quoi. Il va arriver des fois à la faire aller dans l'autre sens, ça devient quasiment un élément de l'expression de Spirou, quoi. Malheureusement, c'est à ce moment-là que, après un album qui s'appelle Panade à Champignac, il décide d'arrêter Spirou et Fantasio pour se consacrer à Gaston Lagaffe. Il garde aussi, par la même occasion, les droits du Marsupilami. Okay. Donc Dupuis va lui redonner les droits du Marsupilami, qui a pourtant été créé dans Spirou. Oui. Ce qui fait qu'à partir de là, plus aucun dessinateur de Spirou qui suivra n'aura le droit de dessiner le Marsupilami dans la série. Donc le Marsupilami est né dans Spirou dans les fin des années 50, 56, 58 je crois, un truc comme ça. Et Franquin va embarquer son personnage quand il arrête Spirou en 69, en promettant à l'éditeur Dupuis qu'il allait faire des aventures du Marsupilami tout seul dans la jungle. Il va faire d'ailleurs quelques petites histoires courtes.
qui vont se faire très rares et bien attendre. Elles vont apparaître surtout une dans les années 70 et une dans les années 80, début des années 80 peut-être, non, fin des années 70. Et puis c'est tout. Jusqu'au jour où, bon là je fais un petit peu je digresse un peu, mais où Franquin, Dupuis étant racheté par un autre groupe, Franquin va plus se sentir à la maison chez lui et il va vendre les droits de Gaston Lagaffe, du Marsupilami et de son univers à un autre éditeur qui va devenir le concurrent de Dupuis, Marsu Productions. Et là, on va rentrer dans une histoire un peu moins rigolote. Mais bon, voilà, donc le Spirou de Franquin. Donc arrive Fournier, dont je parlais après, en 69, qui lui va dessiner un Spirou. Si vous regardez dans ses premiers albums, il va faire un Spirou qui a un nez pointu comme ça, qui a quasiment pas de menton, qui a des yeux là, comme ça. Hop, hop. Il va lui faire des cheveux vraiment très comme ça, là. Et il va lui faire un énorme chapeau. C'était un peu la marque de fabrique de Fournier. Il lui faisait un gros chapeau. Et donc, une mèche carte postale, hein, jeu de cartes. Voilà, un peu comme ça, quoi. Vous vérifierez de votre côté. En tout cas, ça va durer comme ça sur une bonne série d'albums. Et à la fin, sur les 3 derniers albums de Spirou qu'il a dessinés, il commence à maîtriser le personnage et à lui donner une forme un peu plus stable. Donc je vous invite, si vous avez l'occasion, de regarder une intégrale de Spirou par Fournier, de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis après arrive Jeanry, avec Tom et Jeanry, qui vont eux faire un Spirou, en tout cas dans la tonalité plus Indiana Jones ou James Bond d'une certaine manière, côté plus cinématographique. Ils vont aussi mettre en avant un humour un petit peu plus potache. C'est pour contrebalancer le côté spectaculaire de Spirou. Ils vont avoir un truc, ils vont créer le petit Spirou, c'est pas pour rien non plus. Oui. Mais voilà, eux, ils vont dessiner le grand Spirou. Alors Jeanry, moi je sais que la première fois que j'ai vu des dessins de Jeanry, je croyais que c'était Franquin, parce qu'il ressemblait beaucoup à celui de Franquin. Le Spirou de Jeanry. Il avait... C'est difficile du coup il est plus appliqué, on va dire, que Franquin, Jeanry, dans son dessin. C'est quelqu'un qui est un perfectionniste, donc il maîtrise vraiment son trait, donc il va vraiment bien dessiner les contours, les oreilles, nanana, comme ça. Lui, par contre, il ne va pas hésiter à faire remonter la bouche un petit peu de Spirou. Ça vient certainement de l'école Greg qui dessinait Achille Talon et Jeanry avait été l'assistant de Dupas, qui était l'encreur de Greg, etc., qui dessinait Cubitus. Et ils avaient un petit peu ce côté-là au Lombard, de monter un petit peu les bouches des personnages comme ça. Et Jeanry va, par contre, lui va un petit peu décoiffer son Spirou. Il va lui faire des mèches qui tombent devant, comme ça. Vous regarderez aussi, si vous avez l'occasion. Le chapeau, il devient un petit peu plus petit, avec son gros bouton. Et pour la mèche, c'est pareil. La mèche de Jeanry est différente de celle de Franquin ou de celle de Fournier. Vous voyez, comme ça. Et donc son Spirou, il a un blouson, une sorte de blouson un petit peu vague, un t-shirt. Voilà. Ah oui, ça j'avais oublié, Fournier, il faisait des cheveux aussi comme ça sur le côté, derrière les oreilles. Voilà. Ensuite, il y a eu le Spirou de Morvan et Munuera qui est encore un petit peu différent. Il a toujours ce côté-là. Il a repris un coup un peu plus gros, des yeux plus écartés et une mèche un peu plus molle. C'est plus des trucs comme ça si vous regardez ceux de Morvan. Il a plus tellement son chapeau par contre. Donc je crois qu'il est un petit peu comme ça, celui de Munuera, pardon. Le Spirou de Munuera, il a un t-shirt, il va chez le psy et il fait des cauchemars sur l'origine de son existence. Oh waouh. Voilà. Très mental. Est-ce que vous avez des questions après cette session de travail? Donc la mèche, vous avez vu, c'est tout Spirou en fait. Hein. Si on veut reprendre Spirou, il faut vraiment être calé en mèche. Ça sera le titre de la fabrique, la mèche de Spirou. C'est ça, la mèche de Spirou. Oh si, une question. Ouais. Owen, on a le micro.
comment j'ai été choisi pour reprendre... c'est ça, hein. C'est bon? C'est pour que le public entende. Ouais, c'est bon. Comment vous étiez choisi pour être dessinateur de Spirou? Alors, comment j'ai été choisi? C'est un peu beaucoup de chance. Je vais essayer de la faire courte. En fait, vous voyez, quand on se retrouve en festival entre dessinateurs, des fois on va au resto, on a un set de table avec nos assiettes, et alors en fait on pousse les assiettes à la fin du repas, et puis on fait des petits dessins sur les sets de table. Et des fois, entre nous, on se lance des petits défis. Hey, qui c'est qui dessine le mieux Lucky Luke? Alors là, on fait des Lucky Luke. Ah, lequel qui dessine le mieux Gaston? Ah, on fait Gaston. Ah, qui dessine le mieux Spirou? Alors on fait des Spirou. Et à un repas comme ça, j'étais avec Gwen de Bonneval, et puis je ne sais plus d'autres auteurs, et on dessinait des Spirou. Ok. 2-3 ans après, je reçois un coup de téléphone de Fabien Vellman, qui était jeune scénariste au journal de Spirou, qui dessinait avec Baudard une série qui s'appelle Green Manor. Je le connaissais, on se connaissait, on s'était déjà rencontrés. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait en tant que scénariste, et lui, il appréciait mon dessin en tant que dessinateur. Et il m'appelle et il me dit, voilà, Tom et Jean-Ry arrêtent Spirou et Fantasio. Je fais, ah bon, ok, très bien. Il dit, oui, on m'a proposé d'être le nouveau scénariste de la série. Je dis, super, félicitations. Ouais, et du coup, j'ai carte blanche pour faire des essais à des dessinateurs. Et moi, je croyais en fait qu'il voulait des contacts. Je lui dis, tu pourrais peut-être demander à un tel ou à machin ou un truc muche. Il dit, non, mais toi, est-ce que ça t'intéresserait de faire des essais pour reprendre Spirou? Je suis un peu tombé de ma chaise et je me suis dit, oui, évidemment. Pour moi, c'était un rêve de gamin. J'étais fan de Franquin. J'ai appris à dessiner en lisant Spirou, Gaston et tout ça, et le Marsupilami. Mais j'avais déjà fait Toto l'ornithorynque, j'avais fait Donjon, j'avais fait des albums chez Dargaud, chez Fluide Glacial. Enfin, pour moi, Spirou, c'était pas du tout dans mon... J'avais abandonné le rêve de gamin de faire Spirou un jour, quoi. Et là, on m'appelle et on me propose de faire un essai. Je dis, oui, bien sûr. Et donc voilà comment ça s'est passé. Et il se trouve qu'il a pensé à moi parce que, en discutant avec Gwen de Bonneval, Gwen lui avait dit, mais Johan, il dessine super bien Spirou, en fait, tu pourrais lui demander. Et voilà, c'est comme ça qu'il m'a appelé. Donc on a fait des essais, je vous fais la version courte, on a fait des essais, des histoires courtes dans le journal, et puis on a été finalement choisi pour reprendre la série après Morvan et Munuera. Voilà. C'est beau, hein? C'est une sublime histoire. Merci Voilà. le restaurant, merci les petits dessins. Allez, on va terminer avec, avec un autre personnage avec un crâne d'œuf couché comme ça. Il y a beaucoup d'œufs couchés chez Franquin. Allez. Voilà. Oh. Alors, d'après vous, c'est qui? Ils sont trop concentrés. Ouais, c'est ça, être trop concentré. Ah, quand même. Eh oui. Eh oui, parce qu'entre Gaston et le Marsupilami, finalement, il n'y a que... Oh, le piège. Il n'y a que des oreilles de différence, avec 2 oreilles de différence. Le Marsupilami, c'est aussi un des personnages les plus complexes à dessiner. Pour avoir l'expression vraiment du visage bien placée au 10e de millimètre, les sourcils, les yeux, la bouche. C'est un personnage très très compliqué à dessiner. C'est des années, c'est 30 ans d'entraînement, si ce n'est pas plus même, si c'est même 40 ans d'entraînement pour dessiner le Marsupilami. Et c'est pareil, le Marsupilami, là je ne vais pas vous refaire l'historique graphique du Marsupilami, mais c'est un personnage qui a énormément évolué dans le dessin de Franquin entre les tout premiers albums dans lesquels il apparaît, c'est-à-dire Spirou et les héritiers, et puis les toutes dernières apparitions du Marsupilami par Franquin. En tout cas, je reste sur Franquin. Je ne parle pas de Baptême, qui lui était un dessinateur de studio et a fait une sorte de synthèse un petit peu du Marsupilami. Pour moi, il n'y a pas d'autre Marsupilami que celui de Franquin. Les autres, ils existent, hein, mais voilà, c'est pas. Même moi, ils n'existent pas à côté. Et donc pour Gaston, effectivement, on est à peu près sur le même schéma. On a 2 yeux comme ça.
une espèce de patate pour le nez. Là, je vous fais un truc, je vous le fais exactement comme Franquin le dessinait, parce que j'ai revu des émissions de télé. Des émissions de télé où on voyait Franquin qui dessinait Gaston, et j'étais, il fait comme ça. Donc voilà, je vais le faire un petit peu vraiment à la Franquin. Quel plaisir. On se demandait, mais par où il va, mais comment il fait, quoi. J'ai épluché le truc, hein, j'étais un vrai nerd, vous voyez. Et Gaston est très très difficile, alors pas tellement à dessiner comme ça, quoique c'est pas si simple quand même, mais il est surtout difficile à animer. C'est un truc, c'est-à-dire le dessiner dans différentes positions, dans les expressions, etc. quoi. Et ben c'est très très compliqué. C'est pour ça que moi, si on m'avait proposé de reprendre Gaston, j'aurais dit non parce que je me sens pas la capacité de le faire. En tout cas, pour le faire de la manière dont Franquin le faisait, quoi. Ou alors, il faut faire un Gaston complètement différent. Voilà. Ça va, c'est ressemblant? Ah, ça rend bien. Ok, ça va. Ça rend très bien. Est-ce que vous avez des questions Ou est-ce qu'on essaie de faire le Spirou les yeux fermés pour terminer cette session? pour terminer en beauté? Oh, quel jeu de mots. Bon, allez, Le on va Spirou essayer les yeux fermés. Spirou les yeux fermés, je vous préviens, ça va être magnifique. rock'n'roll. Hein. Allez, attention. 1, 2, 3. Je t'en prie. Ça risque d'être assez drôle. Faut faire ça au Pictionary. Hein. Voilà. Bon. Ça va. Franchement, ça va. Applaudissements. Bah voilà. Merci à tous d'être venus écouter mes bêtises. Oui, carrément. Non, pas des bêtises, n'importe quoi. Merci beaucoup d'avoir été là. Bon fin de festival. Bonne fin de festival. Au revoir. Profitez bien.